Et merci d'être venus si nombreux ce soir. Je ne promets pas d'être aussi drôle que Blanche Gardin. J'essaierai néanmoins de faire quelques petites blagues. Mais je voudrais vous parler effectivement pendant une demi-heure de où nous en sommes, en particulier eu égard au changement climatique, même si je dirais aussi quelques mots des questions d'énergie et de biodiversité, et pourquoi les territoires ont un rôle fondamental à jouer, notamment au travers de l'alimentation. Comme vous le savez, le GIEC a publié son ultime rapport, la synthèse des rapports publiés jusqu'ici il y a maintenant un peu plus d'une semaine. Et le message fondamental de ce rapport, je crois, c'est que nous avons dans nos mains tous les éléments qui nous permettent d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Nous avons toutes les connaissances nécessaires, nous avons toutes les technologies nécessaires. Ce qui nous manque maintenant, c'est la volonté politique. Parce qu'à l'évidence, nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire. L'an dernier, les émissions mondiales de gaz à effet de serre ont encore augmenté d'un peu moins d'1%, 0,9% exactement, alors que bien entendu, elles auraient déjà dû atteindre leur pic il y a longtemps déjà. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que la baisse des émissions qui est constatée dans à peu près tous les pays industrialisés est évidemment compensée par la hausse des émissions dans les pays émergents et dans les pays en développement. Et cette hausse des émissions est évidemment logique, puisqu'il y a un énorme différentiel de responsabilité, un énorme différentiel de développement, mais ça veut dire aussi que nous devons en faire davantage et qu'à l'évidence, nos émissions ne baissent pas suffisamment drastiquement, pas suffisamment rapidement. Les émissions de la France ont quasiment stagné au cours de l'année dernière. Donc c'est une mauvaise nouvelle. Et cette mauvaise nouvelle a deux conséquences. La première chose qu'il est essentiel d'intégrer dès lors qu'on veut s'intéresser vraiment au changement climatique, au-delà de parfois postures idéologiques, c'est que le changement climatique que nous avons engagé est irréversible. Or, pourtant, nous avons encore volontiers tendance à considérer ces manifestations comme des événements exceptionnels. Dès que la température est supérieure à la normale, je suis appelé par les médias pour venir commenter les températures anormales, pour venir commenter un été exceptionnel, pour venir commenter une météo hors norme. Nous n'avons pas encore véritablement pris conscience collectivement que la norme était devant nous et qu'elle n'était pas derrière nous. Les gaz à effet de serre ont une durée de vie très longue dans l'atmosphère. Pour le dioxyde de carbone, celui que nous émettons dans les plus grandes quantités, cette durée de vie est d'au moins 100 ans, et il peut aller jusqu'à plus de 4000 ans. Ça veut dire que même si nous arrêtions maintenant toutes nos émissions de gaz à effet de serre, il se produirait encore au moins un siècle avant que le niveau de concentration du dioxyde de carbone dans l'atmosphère ne commence à baisser, et donc avant que les températures également ne commencent à baisser. Je pense que l'élément le plus difficile à intégrer et à accepter sur le changement climatique, et c'est pour ça que je commence par celui-là, c'est le fait que les températures ne baisseront pas de notre vivant. Qu'année après année, jusqu'à notre mort, nous verrons les températures augmenter. Ça veut dire, en termes d'action politique, et c'est absolument fondamental, que nous allons devoir prendre des mesures, que nous allons devoir tenir dans la durée, qui devront s'inscrire dans une véritable transformation de la société, de nos économies, de nos territoires.
Vous vous souviendrez des vœux de Nouvel An du président Macron, quand il avait dit « Qui aurait pu prévoir la crise climatique ?» Mes collègues du GIEC, qui sont parfois un peu susceptibles, s'étaient enflammés en disant « Mais nous, on l'avait prédit, il suffisait de lire les rapports, et donc comment peut-on dire qui aurait pu prévoir ?» Moi, c'est pas ce bout-là de la phrase qui m'a choqué. Ce qui m'a interpellé, c'est cette expression de crise climatique. En réalité, cette expression de crise climatique, elle est profondément trompeuse parce qu'elle nous donne à penser que nous allons devoir faire des efforts très soutenus pendant un laps de temps déterminé et qu'après, nous allons revenir à la normale. On a volontiers tendance à comparer la question du changement climatique à celle de la crise du coronavirus. Et beaucoup de voix, au moment de la crise du coronavirus, effectivement, s'étaient interrogées et avaient dit au fond, on voit bien que lorsqu'on est face à un danger immédiat et très grave, nous sommes capables de prendre des mesures radicales, urgentes et très coûteuses. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose face au changement climatique? Et la réponse simple à cette question, c'est tout simplement de dire parce que ce n'est pas du tout le même type de problème. Avec le coronavirus, vous demandiez des efforts très conséquents aux gens en leur promettant un retour à la normale. Avec le changement climatique, il n'y aura pas de retour à la normale. Les températures ne vont pas baisser, le niveau des océans ne va pas baisser non plus. Ça veut dire que les mesures que nous allons devoir mettre en œuvre devront être des mesures durables et pérennes. Si vous avez dit aux gens, lors de l'arrivée du coronavirus, qu'ils allaient devoir rester confinés chez eux pendant 25 ans et porter un masque jusqu'à la fin de leur vie, je ne suis pas sûr que cette mesure aurait été très bien acceptée par la population. Ça implique qu'il va nous falloir, sur le changement climatique, trouver des formes de consensus social, de manière à ce que nous puissions tenir ces mesures dans la durée. C'est le premier point. Le second point, c'est pour vous dire que nous avons encore volontiers tendance à considérer que le changement climatique est un problème binaire. Et toute une série d'injonctions que nous recevons, tantôt de la part des médias, parfois de la part d'activistes, nous donnent à penser que nous sommes face à un problème binaire, que ça va être gagné ou perdu, pile ou face, blanc ou noir. On va se demander, est-ce qu'il est encore temps d'agir? Est-il déjà trop tard? La COP27 peut-elle encore sauver le climat? La COP28 est-elle la COP de la dernière chance? Il nous reste 3 ans pour agir, 5 ans pour agir, 10 ans pour agir. Toutes ces injonctions vont nous donner à penser qu'on est face à un problème binaire. Et si on pense qu'on est face à un problème binaire, on risque de trouver 1001 raisons dans l'actualité ou dans notre quotidien pour nous décourager ou pour penser que notre action n'aura pas d'influence réelle, que notre action sera une goutte d'eau dans l'océan. On va se dire à quoi sert-il que la France agisse si la Chine ou l'Inde font ceci ou font cela? À quoi sert-il que Cap Azur agisse si à Marseille ils font exactement l'inverse de ce qu'il faudrait faire? Je n'en sais rien. À quoi sert-il que moi j'agisse à mon niveau si mon voisin vient de s'acheter un SUV et mange des côtes de bœuf au barbecue tous les midis? On va trouver 1001 raisons de se décourager. Or, la réalité, c'est que le changement climatique n'est pas un problème binaire, mais est un problème graduel. Ça veut dire que notre enjeu, ça va être de limiter la hausse des températures autant que possible et d'arriver à stabiliser ces températures. Et c'est là que tout va se jouer. Littéralement, tout va se jouer sur chaque dixième de degré supplémentaire, sur chaque incrément de température supplémentaire. Et parfois, on pourrait avoir tendance à se dire finalement 1,5 degré, 2 degrés, 2,5 degrés, est-ce que ça va faire une tellement grosse différence? Est-ce qu'on va vraiment le sentir? Aujourd'hui, la température de votre corps
est comprise entre 36 et 37 degrés. J'imagine que vous avez déjà tous et toutes été fiévreux, que vous avez déjà tous, j'imagine, travaillé avec 38 de fièvre et une aspirine. Par contre, qu'à 39, vous aviez plutôt tendance à rester chez vous. À 40, à appeler le médecin. Et à 41 degrés, à partir à l'hôpital. On discute ici de variations de température de plus 1, plus 2, plus 3 ou plus 4 degrés par rapport à une température moyenne comprise entre 36 et 37 degrés. Avec le changement climatique, pour la France, nous discutons aussi de variations de température de l'ordre de 1, 1,5, 2, 3, 4 degrés, voire davantage. Par rapport à une température moyenne annuelle de 14 degrés. Et donc ça veut dire que ces hausses de température vont avoir un impact énorme sur toute une série de systèmes agricoles, touristiques, économiques, sanitaires, qui vont être très sensibles à ces variations de température qui à leur tour vont entraîner des variations de la pluviométrie. Et donc, voir le changement climatique comme un problème graduel, c'est absolument essentiel pour comprendre que chaque incrément supplémentaire de température va faire une énorme différence, va causer énormément de dégâts et de souffrances supplémentaires, non seulement en France, mais partout dans le monde. La conséquence de ceci, c'est que chaque tonne de CO2 qui est envoyée ou qui n'est pas envoyée dans l'atmosphère va faire une énorme différence. Et ça veut dire qu'il n'y a rigoureusement aucune action contre le changement climatique qui soit inutile. S'il faut jeter toutes nos forces dans la bataille maintenant, c'est parce que tout, absolument tout ce que nous allons entreprendre, va faire une énorme différence. Cette différence, elle va se marquer évidemment sur les impacts. Ces impacts, on le sait, seront importants en France et singulièrement autour du pourtour méditerranéen et donc dans cette région. La hausse de température est plus marquée en France qu'ailleurs, à la fois parce que la France se trouve sur un continent et que les terres se réchauffent plus vite que les océans, et aussi parce que la France se trouve en Europe, qui est une région du monde qui a tendance à se réchauffer un peu plus vite que d'autres régions. Et ces impacts ne vont pas toucher uniquement aux écosystèmes, mais ils vont toucher aussi à toute une série de questions politiques, économiques et sociales fondamentales. Tous les grands enjeux politiques, économiques et sociaux qui vont traverser le XXIe siècle, qu'on parle de migration, qu'on parle de sécurité, qu'on parle d'alimentation évidemment, qu'on parle de commerce, qu'on parle d'agriculture, tous ces grands enjeux vont être profondément transformés, transfigurés, dirais-je même, par la question climatique, qui va amener en France, et amène déjà, de nouvelles migrations, qui va amener et amène déjà toute une série de tensions sur des ressources raréfiées, tensions sur les terres agricoles, tensions évidemment autour de la question de l'eau. Je n'ai besoin de rappeler à personne ce qui s'est passé le week-end dernier dans les Deux-Sèvres et à quel point on voit des tensions qui naissent autour de ressources qu'on considérait comme abondantes et illimitées et dont on se rend compte désormais de la rareté. Impact également important en termes de santé publique, avec notamment une augmentation significative des allergies que l'on constate déjà, une augmentation des maladies cardiovasculaires et une augmentation également de certaines maladies transmissibles, notamment la recrudescence de la maladie de Lyme en Europe, une maladie qui touche les terminaisons nerveuses, est directement liée au changement climatique. Et un impact évidemment aussi sur la biodiversité, même s'il y a d'autres facteurs que le changement climatique qui touchent la biodiversité, le changement climatique altère durablement la biodiversité. Ce qui veut dire que
Nous devons, politiquement, économiquement, prendre conscience de la notion de limite, de la limitation de ressources que l'on croyait jusqu'ici abondantes et limitées. Ça va nécessiter des choix politiques et des arbitrages politiques qui vont parfois être difficiles à faire, mais l'on voit bien que si ces arbitrages ne sont pas faits, les tensions vont être de plus en plus grandes dans la société. Le cas des méga-bassines est malheureusement exemplaire de cela, où l'on voit une absence d'arbitrage politique et donc une répartition de l'eau qui est considérée comme inéquitable par certains. Ce type de tension, s'il n'y a pas des arbitrages forts, risque hélas de se multiplier. Et donc, que faire face à ces risques? Que faire pour assurer la résilience de nos territoires? La bonne nouvelle, c'est que les territoires, je crois, ont énormément de cartes en main, énormément de leviers d'action qui leur permettent d'agir. À la fois en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi en matière d'adaptation aux impacts du changement climatique. Que s'agit-il de faire? Je pense que le premier enjeu est d'abord l'enjeu de se fixer une trajectoire. Trop souvent, le débat sur le changement climatique est cadré par des objectifs un peu vagues, de moyen ou de long terme. On parle de, niveau français, de moins 40% d'émissions d'ici 2030, de neutralité carbone d'ici 2050 et de plus 2 degrés et même plus 1,5 si possible d'ici 2100. Le problème de ces objectifs de moyen et de long terme, c'est qu'il s'agit d'objectifs dont l'horizon dépasse le terme de ceux qui les ont décidés. Lorsque les chefs d'État se mettent d'accord à la COP21 de Paris en 2015 sur une élévation maximale de la température d'ici 2100, ils savent parfaitement qu'ils seront tous morts en 2100. Et qu'en 2099, il n'y aura pas un député d'opposition qui viendra dire « Dites donc, Monsieur le Président, où est-ce qu'on en est par rapport à cet objectif de plus de degrés qu'on doit atteindre l'année prochaine maximum ?» Ça pose un véritable problème, je crois, à la fois en termes de gouvernance des sociétés, des entreprises, mais aussi en termes de gouvernance démocratique. Parce que ça ne permet pas à ceux qui ont pris les objectifs de rendre des comptes à la population quant à l'atteinte ou non de ces objectifs. Et au-delà, je crois que si ces objectifs ont parfois tendance à nous apparaître un peu comme des Everest inatteignables, c'est parce que nous avons l'horizon qui est fixé, mais nous n'avons pas le chemin qui nous y emmène. Et si nous n'avons pas le chemin qui nous y emmène, ça veut dire que plus nous avançons dans le temps, plus l'horizon s'éloigne. Nous avons besoin de cette trajectoire, nous avons besoin de ce chemin. À la fois parce que ça sera la manière de corriger le tir si nous ne sommes pas sur la bonne trajectoire. Si vous me dites que je dois perdre 10 kilos d'ici 2030, je sais parfaitement que je vais continuer à boire beaucoup trop d'alcool jusqu'en 2029, et que c'est à partir de 2029 que je me dis « Oh là là, il faut absolument que je rectifie le tir ». Sauf qu'il sera trop tard, bien entendu. Alors qu'à l'inverse, si vous me dites qu'il s'agit de perdre 1 kilo chaque année d'ici 2030, eh bien la trajectoire me semble bien davantage réaliste, et j'ai la possibilité de rectifier le tir si je ne suis pas dans les temps. Nous fixer au niveau des territoires, au niveau des collectivités, des objectifs de plus court terme qui parlent aux gens, c'est aussi une manière de capitaliser sur des petites victoires dont je crois que nous avons grand besoin en tant que société. Nous avons besoin aujourd'hui de baliser notre progrès, nous avons besoin d'emmagasiner des petites victoires qui nous permettent de nous convaincre collectivement que nous pouvons y arriver et qu'il est possible de relever notre ambition.
Et ça me paraît essentiel parce que je crains plus que tout, plus encore que le climato-scepticisme, cette sorte d'effétisme parfois, ou de fascination pour l'effondrement qui gagne certains pans de nos sociétés et notamment une partie de la jeunesse. Je crois qu'il est absolument essentiel que nous adoptions une optique volontariste sur ces sujets. Ça implique de nous convaincre nous-mêmes aussi que nous allons pouvoir y aller. Trajectoire, premier élément. Deuxième élément, le pragmatisme. Nous allons devoir aller chercher toutes les tonnes de CO2 là où elles sont. Et plus nous allons nous enfermer dans des postures idéologiques, plus nous allons, je crois, nous condamner à l'immobilisme. Il y a véritablement d'énormes leviers qui peuvent être actionnés au niveau des collectivités, parce que c'est le niveau, je crois, où les gens ont le plus le sentiment que leur voix pèse dans les choix collectifs qui sont faits. Ce sont des leviers en termes de transport, en termes de logement, en termes d'alimentation, bien entendu. Ce sont des leviers qui passent aussi par la commande publique, qui est un gros levier trop souvent ignoré. Et je crois que c'est vraiment important aujourd'hui de nous dire qu'il va falloir aller chercher toutes les tonnes de CO2 là où elles sont. Et que nous allons devoir aussi accepter l'idée que certains impacts du changement climatique sont déjà inévitables et irréversibles. Et ça veut dire qu'il va falloir adapter nos territoires à ces impacts du changement climatique. Et trop souvent, nous avons fait l'autruche par rapport à ces impacts. Nous avons imaginé qu'il serait un peu comme le coronavirus quand il était encore à Wuhan, c'est-à-dire que nous les voyons un peu comme quelque chose de dangereux, mais qui allait arriver surtout aux autres et pas à nous-mêmes. Il y a une vraie nécessité aujourd'hui de concevoir l'action climatique comme étant une affaire d'atténuation, c'est-à-dire de baisse de nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'adaptation. Il va s'agir d'éviter ce qui serait ingérable, mais aussi de gérer ce qui est d'ores et déjà inévitable. Et ça m'amène au troisième point que je voulais développer avec vous, c'est la nécessité de cesser d'opposer les modes d'action. Nous avons longtemps opposé les questions d'atténuation et d'adaptation, alors que bien entendu, nous devons faire les deux. Et singulièrement, dans le débat public français, nous avons volontiers tendance à opposer les choses, à opposer les niveaux de pouvoir les uns aux autres. Comme si le gouvernement allait rejeter la faute sur les citoyens, qui eux allaient dire c'est au gouvernement d'agir plutôt qu'à nous. Nous allons aussi volontiers nous opposer les uns aux autres. Ce qui s'est passé le week-end dernier à De-Sèvres, je crois, est assez lamentable, que l'on soit favorable ou défavorable aux bassines. Ces images d'affrontements entre écologistes et agriculteurs ne sont profitables à personne. D'autant plus que les agriculteurs sont aussi, par nature, des écologistes, puisque bien entendu leur revenu, ils le tirent directement de la terre et des conditions environnementales. C'est aussi le cas, bien entendu, sur les questions énergétiques. En France, nous avons tellement tendance à opposer les énergies décarbonées, à voir le nucléaire comme l'ennemi des renouvelables et les renouvelables comme l'ennemi du nucléaire, alors que bien entendu, nous allons devoir faire les deux. Et si nous ne faisons pas les deux, nous risquons de nous tirer une balle dans le pied et de nous trouver dans une situation, je dirais, très défavorable dans l'économie décarbonée de demain. Nous avons aussi tendance à opposer des logiques d'action. À opposer, par exemple, je reviens à l'énergie, les questions de sobriété aux questions d'efficacité énergétique. Aujourd'hui, le mix énergétique mondial est encore composé à 84% d'énergie fossile.
Et on sait que cette part doit être ramenée à zéro ou quasiment le plus rapidement possible. Le problème, c'est que ce mix énergétique n'a guère varié au cours des 20 dernières années. Le nucléaire représente 4%, les énergies renouvelables représentent 11%. Ça veut dire qu'ensemble, les énergies bas carbone représentent seulement 15% du mix énergétique mondial, malgré leur développement spectaculaire au cours des 20 ou 30 dernières années. C'est tout simplement parce que notre consommation d'énergie n'a cessé d'augmenter depuis les années 50 et 60. Et qu'en réalité, le développement des énergies bas carbone n'a pas du tout servi à remplacer les énergies fossiles, mais uniquement à satisfaire notre surplus de consommation énergétique. Très clairement, si nous ne réduisons pas notre consommation énergétique, jamais nous ne parviendrons à ce que les énergies décarbonées remplacent les énergies fossiles. Et soyons clairs, le développement de l'énergie nucléaire, des renouvelables, n'a de sens que s'il s'agit de remplacer les énergies fossiles. Et pour ça, il va évidemment nous falloir de la sobriété énergétique, ce qu'on appelait avant tout simplement la chasse au gaspillage énergétique, qui va être affaire de comportement individuel, mais aussi de politique publique. Et il va nous falloir davantage d'efficacité énergétique, qui va être affaire de recherche, de technologie et d'innovation. Pour prendre une application au transport et à la voiture individuelle, bien sûr, il va falloir que nous utilisions moins notre voiture et que nous repensions une série de déplacements, mais il va également falloir que nous conduisions des voitures moins polluantes. Il va falloir faire les deux. Et aujourd'hui, nous n'avons plus le luxe de choisir entre les deux. Et puis, évidemment, je viens à la question qui nous occupe ce soir, la question de l'alimentation. Là encore, on a volontiers tendance à opposer les actions les unes aux autres. La réalité, c'est que nous allons devoir changer, transformer notre régime alimentaire. Ça veut dire qu'on va devoir changer une partie de ce que nous mangeons. On sait par exemple qu'une baisse de la consommation de viande a notamment un impact important sur les émissions de gaz à effet de serre, notamment parce que la viande telle qu'elle est aujourd'hui produite est responsable d'une bonne partie de la déforestation, puisqu'on déboise essentiellement pour cultiver du soja ou d'autres cultures qui servent à l'alimentation animale. Mais cela veut dire aussi que si nous parvenons à transformer les logiques d'élevage, à privilégier certains élevages locaux, ça veut dire évidemment que le poids, l'empreinte carbone de la viande est complètement différent de bétail qui serait nourri avec du soja pour lequel on a dû déboiser la forêt en Amazonie ou ailleurs. Nous savons aussi que certains changements d'habitudes alimentaires sont bénéfiques pour notre santé, sont bénéfiques pour l'économie locale. Mais que très souvent, là encore, il va y avoir des tensions qui vont se créer entre ceux qui auront les moyens de manger mieux mais plus cher et ceux qui seront contraints par des logiques de prix à la consommation de nourriture industrielle produite en grande quantité. Là encore, il y aura un enjeu fondamental au niveau des collectivités pour articuler ces questions d'alimentation avec ces questions de justice sociale. Sinon, bien entendu, l'alimentation va apparaître comme une sorte de privilège de riches, de bourgeois, et ça va créer toute une série de divisions dans la société dont il faut absolument prendre garde. Et puis, il va aussi falloir que l'agriculture s'adapte à une ressource en eau qui va être raréfiée, s'adapte à un climat qui va être transformé. Et donc ça veut dire qu'il faut réfléchir ensemble sur les formes de culture, les formes d'élevage que nous allons développer sur un territoire, de manière à pouvoir garantir aux agriculteurs un revenu durable et la prospérité, même dans des conditions climatiques qui vont être transformées. Nous avons intérêt à le faire maintenant. Parce que si nous le faisons maintenant, et si nous faisons cette transformation maintenant, nous avons encore la possibilité de la choisir. Aujourd'hui,
c'est à nous, collectivement, de nous en saisir et de décider et de choisir. Trop souvent, je crois, nous voyons le changement climatique, ou globalement les questions écologiques, comme une contrainte qui nous tombe dessus et à laquelle nous avons forcément envie d'échapper. Et trop souvent, on va présenter la lutte contre le changement climatique comme une série d'efforts à réaliser, voire même de sacrifices à consentir. Personne n'a envie de faire des efforts, ni de consentir à des sacrifices. Et donc, tant que nous présenterons les choses comme ça, forcément, nous allons essayer d'en faire le moins possible. Et je crois que l'enjeu, qui est vraiment un enjeu de société fondamental, c'est de voir comment nous allons pouvoir transformer ce qui nous apparaît comme contrainte en un projet qui va mobiliser nos territoires, qui va mobiliser nos économies, qui va mobiliser nos forces vives et qui va mobiliser la société tout entière. Aujourd'hui, nous savons bien le monde que nous ne voulons pas. Un monde ravagé par les impacts du changement climatique, où la biodiversité aurait quasiment disparu, mais nous n'avons pas encore de vision très claire du monde vers lequel nous voudrions aller. Et je crois que c'est dans les territoires, que c'est dans les collectivités que nous allons le plus facilement et le plus efficacement pouvoir donner à voir à quoi ressemblerait ce monde décarboné, à quoi ressemblerait cette nouvelle organisation de l'économie. Et je crois que c'est le défi que nous avons devant nous, c'est de voir comment nous allons pouvoir faire de cela un véritable projet pour nos territoires, qui potentiellement puisse être le fondement d'un nouveau contrat social dans la société. Et j'ai sincèrement la conviction que nous pouvons y arriver, à condition que nous prenions nos responsabilités. Et trop souvent, notre responsabilité, on va la définir par rapport à la part des émissions de gaz à effet de serre que nous représentons, et on va souvent avoir tendance à la jouer petit joueur, si vous me passez l'expression, et essayer de minimiser notre responsabilité. Mais non d'un chien, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est une responsabilité qui nous engage face à l'avenir. C'est une responsabilité pour les générations futures. C'est une responsabilité pour le futur de nos territoires. Nous sommes à ce moment charnière où nous devons prendre nos responsabilités. Et prendre nos responsabilités, ça veut dire définir ensemble un projet à partir de cela. Et je crois vraiment que c'est ce à quoi nous devons arriver, parce que nous n'avons de toute façon pas d'autre choix que celui de réussir. Merci. Merci à bonjour à tous, merci à Cap Azur de son invitation. Je n'ai pas revenu à Grasse depuis 50 ans. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de maisons. Voilà. Des Alpes-Maritimes, je ne connais pas grand-chose, si ce n'est le Mercantour, l'INRA d'Antibes qui travaille sur la lutte biologique. Et puis Mouans-Sartou, que je suis passé voir ce matin, c'est quand même une belle pépite. On va aller voir comment on nourrissait des enfants avec 100% de bio. Et je pense qu'on a besoin de ces success stories en France pour avancer. Alors, moi je vais rentrer dans un peu plus de détails, notamment sur la question d'alimentation qui est un véritable levier pour cette transition écologique, mais en fait qui doit être dans tous les domaines qu'on espère tous. Moi je suis agronome, en fait les questions alimentaires, on s'y est intéressé il y a seulement 10 ans, en 2010. Et c'est vrai que le changement qu'on a eu à Solagro, qui est une association qui a été créée en 80 par des étudiants et des profs des écoles d'agronomie, on a toujours raisonné système agricole, quoi. Et c'est vraiment seulement en 2010 qu'on est passé à l'alimentation. Et c'est vrai que si on veut changer l'agriculture, ça passera par un changement de l'alimentation. L'alimentation, ça veut dire pas seulement ce qu'on mange, mais comment on mange, où on achète. Enfin voilà, c'est tout un ensemble sur lequel je vais revenir. Comme je dis, il y a beaucoup de choses, j'ai quand même écrit un livre, donc j'en ai amené quelques-uns quand on aura le cocktail, qui s'appelle Le pouvoir de notre assiette. Ça résume bien ce que je vais vous présenter maintenant. Alors, attends, il faut que je trouve le bon truc. Ça ne marche pas.
l'été. Ah voilà, c'est bon. Oui, donc juste pour... dans les choix technologiques qu'on a, alors c'est vrai qu'on ne va pas opposer la low-tech et la high-tech. Il faut savoir qu'en agriculture, quand même, l'idée c'est quand même de rechercher des solutions fondées sur la nature. C'est ce qui a été présenté au colloque de l'ISN à Marseille l'année dernière. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça coûte moins cher, ça ne consomme pas d'énergie, ça ne consomme pas de métaux rares. Voilà. Et tout ce qu'on peut faire avec des solutions fondées sur la nature, d'abord, ça sera beaucoup plus pérenne, parce qu'on a l'impression que tout va s'arrêter en 2050 ou 2100. Enfin, on est là pour habiter, il n'y a que la Terre, il n'y a pas d'autre issue. Mars, on n'ira pas, c'est compliqué d'habiter sur Mars. Donc, il faut des techniques qui nous servent à durer longtemps, des milliers d'années. Voilà. Et donc, il est important d'agir sur les solutions fondées sur la nature, et l'agronomie, c'est un peu ça. Alors après, il y a quel régime alimentaire? Je vous ai mis un peu des extrêmes, hein, le régime népalais, le régime McDo, et puis au milieu, c'est ça un petit peu là, d'aller vers de la cuisine où on va consommer un peu moins de viande, peut-être plus de légumineuses, plus de légumes, on y reviendra, mais tout ça peut être extrêmement goûteux, donc c'est vrai que la transition, il faut qu'elle soit désirable. Et je pense que les cuisiniers sont capables demain de nous faire une alimentation qui soit un petit peu moins carnée. Et je peux vous dire que consommer des légumes ou des légumineuses bien cuites, c'est mieux qu'un poulet bas de gamme, sans problème. Alors après, il y a finalement quelle agriculture. Je vous ai donné des images parce qu'elles m'ont bien marqué. La première, c'était Ford, la vision de Ford en 2000. Alors on est déjà en 2023, donc c'est déjà bien dépassé. Heureusement, on n'en est pas là, c'est-à-dire que là, on est vraiment sur une agriculture sans paysans, sans nature. Voilà. Ça, c'est une logique qui est toujours en perspective, hein, c'est-à-dire qu'on a toujours un agrandissement des exploitations, la puissance des tracteurs. Aujourd'hui, les tracteurs peuvent fonctionner en GPS sans chauffeur, donc c'est quelque chose qui est en marche. Et ça veut dire qu'il n'y a plus d'arbres, après, on ne sait pas trop ce qu'il y avait si c'est de la salade à l'étage, je ne sais pas, ou des porcs en Chine. En tout cas, c'était sur un torchon de cuisine, parce que l'important c'est de convaincre la femme de l'agriculteur pour investir dans les tracteurs. Le deuxième, c'est plus récent, c'est aussi une fausse voie, une fausse bonne voie, c'est ce que propose Uber Eats, c'est-à-dire vous cuisinez plus, on vous amène de la nourriture où vous voulez, quand vous voulez, puis c'est vrai que c'est bien, mais il a l'air de manger tout seul quand même. C'est quand même pas le top, je trouve, même s'il mange végétal. Voilà, donc ça, c'est pas non plus une bonne solution. Et la troisième, ce qu'on fera peut-être tout à l'heure tous ensemble, c'est manger collectivement. Et là, la France a une chance inouïe, c'est que les Français, ils aiment manger, ils aiment cuisiner, ils aiment faire leur course, et puis quand ils ne cuisinent pas, ils pensent à savoir ce qu'ils vont manger le lendemain. Et ça, il ne faut surtout pas le perdre. Alors, qu'est-ce qu'il faut? C'est bon, le déclic. Voilà. Alors, on a parlé, François Gémen a parlé un petit peu déjà des limites, en tout cas planétaires, avec au moins le premier qui est changement climatique. Il a insisté aussi sur l'eau, sur lequel on est vraiment confronté depuis l'année dernière et cette année. Bien entendu, il y a le changement d'affectation des sols avec la déforestation, les pertes de terres agricoles. Et puis aussi, au niveau agricole, il y a quand même deux enjeux. C'est l'azote, qui est quand même la base pour produire de la nourriture, qu'elle soit organique ou chimique. Il faut savoir que l'azote chimique est fait uniquement à partir du gaz, que les prix se sont envolés, multipliés par 4, donc c'est vraiment un jeu. Le phosphore, c'est des minerais fossiles. Les principales réserves sont au Maroc, et que bon, si on continue au rythme actuel, on les aura épuisées. Puis la perte de biodiversité, bon, j'insisterai pas trop là-dessus, tout le monde est au courant de ce qui se passe, mais on ne peut pas tout traiter là. Voilà. Alors, ce petit schéma, là, je vais résumer, ce qui résume beaucoup mon intervention, c'est des travaux qu'on a menés avec l'INSERM, dans le cadre d'un projet qui s'appelle le Nutrinet, même si là on utilise aussi des travaux de Scarborough anglais, sur le fait d'aller vers un régime plus végétal. Un régime plus végétal, ça ne veut pas dire qu'on va vers un régime végan ou même végétarien, c'est simplement, on verra, c'est pas compliqué, c'est de réduire environ de moitié la consommation de viande et de produits laitiers. Donc là, vous avez exprimé en tonnes d'équivalent CO2 l'impact d'une alimentation sur une année entre les gros consommateurs de viande, plus de 100 grammes, et ceux qui ne consomment pas du coup des végans. Vous voyez qu'on passe à peu près, on peut diviser par 3. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir là-dedans,
c'est les émissions totales maximum en 2050, c'est-à-dire si on regarde les accords de Paris, ça nous mène à un objectif de 1,9 tonnes d'équivalent CO2 par habitant en 2050, sachant que ces 1,9 tonnes devraient être neutralisées, ce qui va être encore très compliqué. Donc si on peut baisser encore plus 1,9, c'est encore mieux. Donc vous voyez déjà que le système alimentaire actuel, quasiment on est déjà à notre quota, rien qu'avec notre alimentation, à ne pas dépasser en 2050. Vous voyez que forcément il faut toucher à ça. On est obligé de réduire ces émissions-là. Parce qu'après il faut se déplacer, se chauffer, se vêtir, etc., etc. Après, le vrai problème aussi, c'est que l'empreinte carbone d'un Français, de toutes nos émissions réunies, c'est 8,9 tonnes d'équivalent CO2. Vous voyez qu'il faut quasiment diviser par plus que 4. Vous voyez, et ça, 8,9 tonnes, c'est 2021, c'est-à-dire que c'est hier, c'est la dernière donnée disponible. Vous voyez quand même le chemin qu'il va falloir parcourir pour réduire nos émissions. Voilà, alors là-dedans, j'ai rajouté ce que je vais vous présenter un peu par la suite. Je vous dirai mon message principal. C'est un programme qui s'appelle BioNutrinet, qui est piloté par l'INSERM. C'est-à-dire qu'en France, on a en gros la plus grosse enquête épidémiologique en lien avec la santé et portant sur l'alimentation. C'est Nutrinet Santé. Vous avez 150 000 personnes qui, chaque année, déclarent leur alimentation sur Internet et permettent de relier ces questions d'alimentation et de santé. Là-dedans, il y a un sous-programme qui portait sur l'alimentation bio, qui s'appelait BioNutrinet, sur 30 000 personnes. Et vous avez là les résultats qu'on a comparés, je vais vous détailler un petit peu après, entre un consommateur qui ne consomme pas du tout de produits bio, et donc qui consomme plus de produits animaux, puisque un consommateur bio, en fait, il a fait évoluer son régime alimentaire vers plus végétal. Vous voyez qu'on est arrivé à peu près à 2,5 tonnes. C'est un peu normal, puisque un consommateur conventionnel en France consomme à peu près 100 grammes de viande. Et le bio, il se situe entre les petits consommateurs de viande, des végétariens, voilà, avec 1,6 tonnes. Voilà. Donc ça plante le décor sur, en tout cas, l'enjeu des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'alimentation. Et c'est ce qui explique la raison de diminuer notre consommation de viande. Pourquoi après le bio, je vais revenir? Le bio, c'est un autre enjeu, ça ne va pas jouer sur les gaz à effet de serre. L'enjeu du bio, c'est quand même la réduction forte des pesticides et un enjeu sur la santé et surtout l'effondrement aussi de la biodiversité. Alors, voilà le travail qu'on avait mené. Ce petit graphique, il est simple, enfin c'est 4 ans de travail pour arriver à ça. Donc en fait, ça montre bien que quelqu'un qui consomme, le consommateur bio, en fait, l'intérêt, c'est qu'il a fait évoluer son paradigme, c'est-à-dire qu'il a intégré aussi le changement de régime alimentaire. Donc vous voyez qu'il consomme beaucoup moins de viande, que ça soit la viande bovine, que ça soit la viande de porc ou volaille, que ça soit les produits laitiers, et bien entendu beaucoup plus de produits végétaux. Et en fait, ce changement d'alimentation, alors vous dites, c'est peut-être pas énorme, mais comme le disait François Gémen, il faut démarrer de suite, même si la réduction est limitée, c'est 37%. Donc ça ne va pas tout résoudre, mais il y a quand même cette réalité d'une baisse d'émissions de gaz à effet de serre de 37%. Après, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, c'est bien les protéines animales qui font l'essentiel. Et là, on est à 90% des émissions de gaz à effet de serre de notre alimentation au périmètre de l'exploitation agricole. Alors, je vais passer là-dessus. Ça, c'est sur l'empreinte alimentaire. Alors, après, donc un des enjeux dans lequel vous êtes une région particulièrement concernée, donc il y a la protection des terres agricoles. Alors la France, on va dire, c'est pas grave, il y a beaucoup de terres agricoles par habitant, on est beaucoup mieux lotis que les Indiens, ou que même la plupart des autres pays en Europe. On a beaucoup de terres agricoles, mais comme vous voyez, il y a quand même une tendance, comme la population française augmente et qu'on perd chaque année à peu près 66 000 hectares de terres agricoles, et j'ai regardé, en fait, il n'y a pas de baisse réellement. Dire les chiffres, là, on est toujours, peut-être une légère baisse, mais toujours sur cette même tendance forte, et donc forcément, la surface agricole par habitant ne cesse de baisser, quoi. Alors la France, comme on est quand même peu peuplé par rapport à d'autres, et qu'on a beaucoup de terres agricoles, ça nous donne une capacité, en fait, toujours à être exportateur net. C'est-à-dire qu'on est largement en capacité d'être autosuffisant au niveau alimentation. Et donc, vous avez là à peu près 4400 m² par habitant, et en fait, vous verrez un diapo d'après qui font un peu moins de 4000 m² pour nourrir un Français. Donc la différence de 10%, c'est ce qu'on peut exporter. Voilà. Et donc vous avez là, on avait fait une carte qui regardait où se faisait la perte de terres agricoles et l'artificialisation. Donc c'est vrai que les deux sont extrêmement liés.
et ben on voit qu'on a beaucoup le littoral, forcément les grandes villes, les zones périurbaines, enfin voilà, puis après une grande diagonale au milieu où il se passe moins de choses. Voilà. Alors, l'enjeu donc sur les terres agricoles, c'est que c'est notre capital pour nous nourrir, mais demain aussi les terres agricoles, dans une transition énergétique de sortie du pétrole, on va aussi demander aux terres agricoles de produire autre chose, parce qu'elles font déjà, que des biens alimentaires. Hein, aujourd'hui, il faut quand même savoir qu'il y a à peu près 700 000 hectares qui sont utilisés en agrocarburant, donc dès que vous achetez du diesel, vous avez dedans ou du soja, enfin c'est terminé maintenant, l'huile de palme c'est terminé, mais surtout du colza, voilà, que vous avez besoin de coton, de caoutchouc, etc. Et que si on doit remplacer les plastiques par des biomatériaux biosourcés, on aura besoin aussi des terres agricoles. Donc l'enjeu va être important et que cette ressource-là, qui est les rares ressources françaises, il va falloir vraiment en prendre protection. Et donc, j'ai fait des petits calculs là, voilà, et donc ça nous donnait un calcul assez précis que voilà, il fallait à peu près 3670 mètres carrés pour nourrir un Français, que ces mètres carrés soient en France ou soit à l'étranger. Voilà. Et on verra qu'une bonne partie d'ailleurs est à l'étranger. Alors j'ai regardé les Alpes-Maritimes, donc forcément, c'est pas le département le plus bien loti pour ça. Je n'ai pas terminé, je reviens. Voilà. Donc on est à peu près à 504 mètres carrés, mais vous êtes au 10e en surface agricole de ce qu'il y a en moyenne en France. Donc c'est pas beaucoup. Donc ça veut dire, un des messages, c'est que l'objectif, c'est pas que chaque département produise exactement son alimentation. Il y aura forcément des différentiels. Hein. Mais en tout cas, ça veut dire l'urgence de protéger les terres agricoles qui restent. J'ai regardé aussi au niveau de l'autonomie, alors forcément là aussi c'est pas terrible non plus, on est à peu près à 1%. C'est-à-dire qu'en gros les Alpes-Maritimes, quelles que soient les productions, produisaient à peu près l'équivalent de 1% de ce que vous consommez, que ce soit du lait, que ce soit du pain, que ce soit des fruits et légumes, du porc ou des volailles. Voilà. Bon, mais c'est pas à cause de ça qu'il faut rien faire. Je veux dire, il y a dans la transition alimentaire, dans la transition écologique, il y a plein d'autres leviers qu'on peut actionner et que voilà, on sait clairement que les Alpes-Maritimes ne sont pas autosuffisantes en aliments. Un point important que souvent on oublie dans le débat, on est très agricole, on oublie quand même l'enjeu de la pêche. Alors la pêche c'est important parce que c'est une des rares ressources qu'on n'arrive pas à gérer. Quoi. Donc pour moi c'est un peu une sentinelle, la pêche marine. C'est qu'en fait, on a une ressource finalement limitée, où on fait de la cueillette, hein, la pêche c'est de la cueillette, hein, c'est pas de l'aquaculture, et où en fait, on s'aperçoit que cette ressource est encore mal gérée, puisque les stocks en mauvais état de conservation, d'après les FAO, ne cessent d'augmenter. Voilà. Et qu'en fait, la production de poissons dans le monde stagne depuis 40 ans, et que la population augmente, et que les Français, en fait, importent à peu près 2 tiers de leurs poissons, et on consomme beaucoup plus que la moyenne mondiale. Donc là, on a un vrai problème sur le poisson, même si c'est un mets de choix au niveau nutritionnel. Nous, on a travaillé sur un scénario qui s'appelle After 2050 à 2050, et dans le système alimentaire vers lequel on veut tendre, on va aller vers une baisse forte de la consommation de poissons, pas parce que c'est pas bon pour notre santé, c'est qu'on n'a pas la ressource. Et puis c'est quand même étonnant qu'en France, vous avez dans les restaurants, le poisson le plus demandé, ça reste le saumon d'élevage produit en Norvège, qui consomme notamment des farines et des huiles de poisson qui pourraient servir à alimenter d'autres pays, notamment en Afrique. Alors, parmi les défis, donc là où on a, au niveau agricole, on a un véritable enjeu, c'est qu'il y a eu ces 30 glorieuses, ça c'était super, c'est que tout croissait. Donc, vous disiez que ça pouvait continuer comme ça indéfiniment. Et donc l'agriculture, on a bénéficié, si on regardait tous les rendements entre en gros 1950 et 1995, bon, il y a des petits aléas climatiques comme 76, mais globalement, ça ne fait que croître. Par contre, ce qu'on constate, c'est que depuis, en gros, il y a vraiment une rupture dans les années 95, on est sur des grandes oscillations, et même si les rendements, à part le blé, ont tendance encore à croître, ils croissent 4 fois moins vite qu'ils croissaient avant. Donc il est fort probable d'ailleurs que ça ne croît plus. Et donc, voilà. Et ça, c'est une contrainte. C'est-à-dire que si vous faites l'équation, une population qui croît de 100 000 habitants par an, des terres agricoles qui baissent et des rendements qui stagnent, alors attendez, on peut grignoter encore sur notre capacité exportatrice,
qu'on atteindra en 2035 si on ne fait rien, et après ça veut dire qu'on sera importateur net, quoi. Donc la seule solution, c'est quand même de faire évoluer le régime alimentaire qui consomme, si vous allez vers plus de végétal, beaucoup moins de surface, puisqu'on est à peu près sur 25% de surface en moins pour un consommateur, entre guillemets, bio. Voilà. Alors, il faut aussi avoir en tête ces questions d'import-export. Alors c'est vrai qu'on ne fait pas assez attention, mais en fait, le système actuel libéral a fait que dans tous les pays du monde, on exporte, on importe, et des quantités de plus en plus importantes. Mais pour tout, le tournesol, en tout cas, on s'est retrouvé sans huile de tournesol, alors qu'on est largement, on a largement le tournesol qu'il faut. En fait, c'est qu'on exporte 500 000 hectares de l'équivalent de 500 000 hectares de tournesol, et on en importe l'équivalent de 500 000 hectares, avec plein de raisons, saisonnalité, le prix, les unités de transformation, tout ce qu'on veut. Donc il va falloir quand même réduire tous ces flux qui créent d'énormes impacts environnementaux. Et là, vous avez le gâteau de tout ce qu'on importe, 14 millions d'hectares. Alors si on enlève la forêt, où on est importateur net de produits du bois, ça représente à peu près 33% de nos surfaces qu'on importe, c'est énorme, quoi. Et en fait, vous avez que c'est tous les produits, la viande bovine, les produits laitiers, le mouton, il y a tout. Voilà. Et donc là, il y a vraiment un travail à faire pour voir comment on peut quand même réduire ces flux, pas les mettre à zéro. L'idée, c'est pas que, parce que sinon on ne mangera plus de chocolat, on ne boira plus de café, et puis que pourquoi d'autres pays ne goûteraient pas notre champagne ou nos vins. Donc l'idée, c'est quand même de réduire, et parmi les réductions possibles liées à l'élevage, il y a vraiment d'arrêter d'importer du soja, et pour ça, en réduisant notamment la consommation de porc et de volaille, on verra que c'est nécessaire, on peut réduire totalement les importations de soja, quoi. Donc en fait, tout ça donne une vision assez systémique où on a les solutions qui arrivent un peu toutes seules, quoi. Voilà, donc ça c'était le même graphique, je passe. Donc le soja, ce que les gens oublient, c'est que jusqu'en l'année dernière, on avait du soja dans notre voiture, donc ça peu de gens le savaient, et que les agrocarburants en France, ça représentait 2 millions d'hectares, donc 1,3 million importés, 700 000 produits en France. Alors peut-être qu'il faudra utiliser les terres agricoles pour faire les agrocarburants, mais en tout cas dans le débat actuel, il ne faut pas oublier ça. Alors la France a eu au moins l'engagement d'interdire l'huile de palme en 2020 et d'interdire l'huile de soja en 2022. Et aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres de qu'est-ce que sont venus ces agrocarburants, si on en utilise encore et à quel niveau. Je ne sais pas. Et après, juste pour dire quand même dans les engagements, parce que on n'a pas eu tout à l'heure du label rouge. Attendez, que je revienne. Attendez, j'ai un problème de voilà. On a plein de cahiers des charges, le bio, les labels rouges, les AOP, demain HVE, etc., l'affichage environnemental qui nous arrive à la tête. Donc c'est important, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière. Voilà. Les labels rouges, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont interdit l'usage de soja OGM, tous les labels rouges et toutes les AOP. Quand vous consommez, et ça coûte cher à l'éleveur. Et donc c'est important de le savoir, parce que ça répond bien aux enjeux que j'ai présentés. Alors les pesticides, gros débat, donc vous avez entendu aussi dans la presse que l'INRA vient de sortir un rapport montrant qu'il est possible de sortir des pesticides d'ici 2050. Voilà. C'est aussi notre trajectoire à nous, à Solagro. Ça ne va pas être simple, mais des structures comme l'INRA d'Antibes travaillent là-dessus. Donc en fait, vous voyez là que ça, d'abord c'est très coûteux pour les agriculteurs, hein. C'est quand même une charge de 3 milliards d'euros, c'est pas rien, et qu'en fait, si on arrive à diminuer de 50% comme c'était prévu dans le Grenelle de l'environnement qui date même de 2007, ça ferait beaucoup d'économies où l'argent pourrait être dépensé autrement et augmenter le revenu. Voilà, vous avez là en fait les produits les plus traités, donc c'est vrai que les fruits et les légumes sont parmi les produits les plus traités, d'où l'intérêt de consommer des produits végétaux non contaminés par les pesticides, ce que garantit quasiment la bio, même s'il y a encore des traces pour différentes raisons. Et d'ailleurs, je reviendrai tout à l'heure, le plan national nutrition santé, il est écrit noir sur blanc de consommer des produits végétaux non contaminés par les pesticides. Donc la feuille de route, elle est claire. Alors on a réalisé une petite carte l'année dernière des pesticides à l'échelle communale. Vous pouvez taper carte pesticides sur internet, vous allez tomber dessus, vous tapez la commune que vous voulez, là, vous allez passer vos vacances, et vous aurez
le nombre de traitements et les cultures qui sont traitées par commune. Alors là, ce n'est pas nous de la faire cette carte. On l'a fait à Solargo parce que l'INRA ne voulait pas la faire, le ministère de l'Agriculture ne voulait pas la faire, donc on l'a fait. Et il y a eu 400 000 vues, ça veut dire 400 000 vues, là on a fait exploser tous nos compteurs, ça veut dire que c'est quand même un sujet qui intéresse les gens. Et pourquoi? Parce qu'on donnait l'information à l'échelle communale. Ce qui intéresse, c'est chez eux, qu'est-ce qui se passe. Donc vous pouvez aller voir, et alors, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Les produits, les régions les plus rouges, c'est là où il y a le plus de traitements, donc forcément on retrouve production comme la vigne, l'arboriculture. Vous avez le cognac en noir, les vins de Bordeaux, le champagne, on le devine. Et puis forcément, dans le nord de la France, les grandes cultures, pommes de terre, betteraves, blé. Faire du blé à 100 quintaux, on fait 9 traitements, alors que chez nous, on est plutôt à 3. La conséquence de l'usage de pesticides, c'est pourquoi on va arrêter les pesticides, pas pour emmerder les agriculteurs, qui sont aussi les plus concernés, mais d'abord parce que ça impacte fortement la biodiversité, quand même l'explication majeure de l'effondrement des populations d'insectes et derrière les oiseaux, qui sont bien renseignés aujourd'hui, c'est la pollution des nappes phréatiques. Donc l'essentiel des nappes, aujourd'hui, à part le massif central, on va dire, les zones de montagne, sont aujourd'hui suffisamment polluées, c'est-à-dire par des pesticides, des matières actives, soit donc, la norme de 0,1 par matière active, de 0,5 pour l'ensemble des matières actives, qui oblige l'eau à être traitée, qui coûte quand même pas mal d'argent. Et donc, en plus, ça augmente. On a une augmentation de la teneur en pesticides et donc des nappes en mauvais état de conservation entre 2010 et 2018. Voilà. Donc ça, c'est un enjeu. Si on veut demain continuer à consommer de l'eau du robinet et pas de l'eau minérale qui coûte très cher et de bonne qualité. Alors, l'autre enjeu, donc là c'était plutôt agricole, au niveau de la santé publique, d'abord je voulais vous montrer ce schéma-là parce qu'on l'oublie, c'est que la France est le plus gros quasiment consommateur de protéines au monde. Voilà. On est plus haut que les Américains, 1 gramme de moins pour les protéines en rouge animales, mais plus en termes de protéines totales. Voilà. Donc, réduire, donc on en consomme 1,7 fois trop que ce que recommande l'Organisation mondiale de la santé. Donc réduire de 30, 40 ou 50%, même 20%, ça n'est pas un problème. Je veux dire, la majorité de la population mondiale fonctionne comme cela. Voilà. L'idée étant de choisir dans les produits laitiers ou les produits animaux, des produits de qualité. Voilà. Et puis abandonner les élevages les plus intensifs. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on observe? Là, c'est un schéma qui avait été fait par des nutritionnistes. En fait, il y a des liens entre le surpoids, l'obésité, ce que ça génère, et après, la montée des maladies chroniques, donc notamment le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires et les cancers. Et donc, l'alimentation joue un rôle majeur dans ces maladies chroniques. En gros, les chercheurs disent entre 30 et 40% des maladies chroniques seraient liées à une mauvaise alimentation. Après, vous avez encore le tabac, l'alcool, je ne sais pas si on met l'alimentation ou pas, l'inactivité physique, enfin, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, pourquoi on a un plan national nutrition santé en France? Donc on en est au 4e qui se termine cette année, où on n'arrive jamais à atteindre ce qui est recommandé dans le plan, par exemple les 5 fruits et légumes par jour, etc. Pourquoi? C'est parce qu'on veut stopper cette montée des maladies chroniques, qui coûtent cher à l'assurance maladie qui paye 100% des coûts. Donc dès que vous êtes classé en ALD, affection longue durée, c'est l'assurance maladie qui prend en charge tous les coûts, pas votre complémentaire. Et donc vous voyez clairement la montée de l'obésité et la montée des maladies chroniques, où on est à peu près à une moyenne de 6 000 € à minima par nouveau malade et par an. Donc forcément, ça fait une augmentation d'à peu près 4 à 5 milliards d'euros par an. Donc on se demande jusqu'à quand on pourra payer ça. Voilà. Et donc si vous regardez, on dit c'est à cause du vieillissement de la population. Non. Les maladies chroniques, en fait, là vous avez trois dates, 2003, 2009, 2017, et vous voyez que l'augmentation, elle se fait dans toutes les classes d'âge, y compris les petits. Je veux dire, vous avez regardé le cancer, vous voyez le bleu qui augmente dans la tranche de 0 à 4 ans, de 15 à 19, quoi, ou de 35 à 39. Donc en fait, ça concerne toutes les classes d'âge, et on a donc un vrai problème
à régler. Et c'est pareil pour le diabète et c'est pareil pour les maladies cardiovasculaires. Donc, le PNNS, c'est quand même un des plans les plus importants dont personne ne parle. Alors le Covid, je veux bien que le Covid ait un peu occupé beaucoup le ministère de la Santé, enfin les maladies chroniques font plus de morts que le Covid. Et comment on entend si peu parler de ce plan national nutrition santé, qui est quand même majeur et qui devrait piloter notre agriculture. Et en fait, le PNNS ne pilote pas notre agriculture. Le ministre de l'Agriculture ignore totalement le ministre de la Santé. Ce que je veux dire, c'est que ce PNNS, il n'est pas sorti comme ça d'un bureau. C'est un travail de fond mené par les scientifiques de l'ANSES, passé par le Conseil de la santé publique et piloté par le ministère de la Santé. Donc c'est plusieurs années de travail, ce PNNS qui étudie toutes les données disponibles. Donc si on regarde les recommandations, alors je vais défiler rapidement. Alors en fait, ce qui est important à savoir, c'est que on en est au 4e, et ce que le premier a démarré en 2000, et c'est que de 1 à 3, il n'y a pas eu de changement dans les recommandations alimentaires. Donc dans le PNNS, il n'y a pas que des recommandations alimentaires. Donc, alors, ce qui a changé fondamentalement, il y a eu vraiment un virage à 90 degrés. Ça n'a rien changé sur les fruits et légumes. Les produits laitiers, on est passé de 3 à 2. Ça veut dire une baisse de 33%. Hein. On a un tiers en moins. Avant, il y avait une portion minimum de 1 à 2 portions de viande, œufs ou pêche, de produits de la pêche par jour. Maintenant, on n'a plus de recommandation minimum. On est sur 2 limites. 500 grammes de viande rouge par semaine. Ça concerne à peu près 20% de la population. Et 150 grammes de charcuterie par semaine. La moyenne nationale est à 330 grammes. Donc, faire baisser la consommation de viande porcine, et donc des élevages pour ça, c'est pas un problème, c'est la recommandation du ministère de la Santé de diviser par 2 tous les produits de charcuterie. Après, il y a l'introduction des légumineuses, 2 légumineuses par semaine, voilà. Donc là, il y a du travail au niveau des cuisiniers, hein, pour rendre ça agréable. Et après, le point important, qu'on devrait voir partout dans les affiches du métro, c'est consommer les produits végétaux non contaminés par les pesticides. C'est vraiment majeur. Alors, pourquoi? Alors, dans ce projet de Nutrinet, on avait donc une cohorte de 54 000 adultes, enfin il y a eu deux questionnaires, la première à 54 000, la deuxième à 30 000. Vous avez là, pour comprendre ça, c'est le profil des consommateurs bio. Donc quand vous êtes au-dessus, c'est qu'ils en consomment plus, quand vous êtes en dessous, c'est qu'ils en consomment moins que la moyenne. Donc en fait, le meilleur traceur d'un consommateur bio, c'est vous lui demandez combien il consomme de légumineuses. Voilà. Et s'il en consomme 3 ou 4 fois plus que la moyenne, les fruits à coque, ils consomment plus de légumes, plus de végétales, comme l'huile d'olive, plus de fruits. Bon, les boissons alcoolisées, hop. Alors, les nutritionnistes, ils séparent toujours les hommes et les femmes. Moi, j'ai découvert le monde des nutritionnistes, assez particulier. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours homme-femme. Puis, voilà. Donc, sur l'alcool, il y a des petits différents, vous l'avez noté au passage. Les produits laitiers, voilà, vous êtes une baisse d'à peu près 40%, les fast-foods, la viande de volaille, la charcuterie et la viande. Donc, quand vous regardez ça, vous dites, tiens, ils sont exactement dans les recommandations du PNNS. Donc moi, ce que je dis, c'est que les consommateurs bio actuels, qui n'ont pas reçu d'ordre de personne, préfigurent les consommateurs de demain et ont déjà entamé cette transition volontairement et dans la joyeuseté. Alors, derrière ça, il y a des chercheurs, et là, moi j'avais été sidéré quand j'ai vu les premiers résultats, qui datent déjà de presque 10 ans maintenant, c'était le fait que, toutes choses égales par ailleurs, je ne vais pas rentrer là-dedans, quand vous mangez bio, les risques de surpoids et d'obésité sont abaissés de 30 à 50%. Donc quand on voit tout ce que génère le surpoids et l'obésité, et que là, on dit, tiens, en mangeant comme ça, il baisse de 30 à 50%, c'est pas 1%, c'est pas 10%, c'est 30 à 50%. Moi, je serais ministre de la Santé, je sonnerais un peu la cloche. Il va falloir s'agiter. Mais après, qu'est-ce qu'on a observé? Le syndrome métabolique, c'est une préfiguration aussi du diabète, moins 31%, et les cancers, moins 25%. Donc,
le fait de manger bio, c'est pas une obligation, c'est que si vous voulez vivre en bonne santé, c'est quand même une des pistes, c'est pas la seule. Faire de l'activité physique, etc. Mais c'est quand même une piste importante, en plus des aspects environnementaux que vous avez déjà décrits. Alors nous, on a mis tout ça dans un scénario, parce qu'à Solabon, on se disait, on veut bien travailler, hein, mais est-ce qu'on a un plan pour que tout ça marche, quoi? Parce que pour nous motiver, il faut quand même être sûr qu'on peut arriver à quelque chose. Donc on a travaillé sur un scénario France, on travaille maintenant sur un scénario Europe, on a décliné dans certaines régions, d'ailleurs comme en PACA, pour voir si on était capable de gérer tout ça. Donc on a deux leviers principaux, j'aurais bientôt terminé. Alors, le résultat, c'est que oui, on peut tenir les objectifs, pour la France en tout cas. Alors, on avait trois principes dans notre scénario. Un, on n'a pas de technologie révolutionnaire, le blé qui fixerait l'azote de l'air. Voilà. On n'applique que des technologies déjà existantes. On privilégie ce qu'on appelle les voies sans regret, même si on n'est pas sûr de tout, on sait que celles-là, elles seront bonnes de toute façon. Et on maintient toujours une approche systémique, c'est-à-dire que nous, on gère à la fois l'alimentation, les enjeux de santé, d'environnement, d'énergie. Voilà, il faut tout prendre en compte en même temps. Alors, les deux piliers, c'est changer le régime alimentaire, vous l'avez compris, et le deuxième, c'est aussi changer les pratiques agricoles, et aussi les productions, parce qu'il va falloir produire plus de légumes, moins de maïs par exemple, voilà. Et les objectifs chiffrés, donc on s'en est fixé quand même, on a une trajectoire par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, hein, pas seulement à voir dans 30 ans, mais voir aussi comment on peut y arriver. Donc on s'est fixé au niveau agricole de réduire de 50%, hein, c'est ce qui est dans la loi, de réduire les produits phyto de 90%, l'azote chimique de 50%, de limiter l'artificialisation des sols, donc là on n'est pas à zéro, on est sur une baisse de 50%, et puis donc être en adéquation avec le PNNS, donc plus végétal et plus bio, et puis d'ailleurs un dernier point, et aussi accroître la production d'énergie de la biomasse pour répondre à la transition énergétique. Et les animaux, il vous faut des moulins si vous voulez faire de la farine, il vous faut des moulins à huile si vous voulez faire de l'huile d'olive, voilà. Et ça, je pense que c'est aussi un rôle des collectivités à veiller à ce que ces outils indispensables à la filière locale ne disparaissent pas. Il y a des départements qui n'ont plus d'abattoir. Forcément, et ça va être compliqué dans les Alpes-Maritimes, hein. Je veux dire, s'il faut faire plus de 100 km pour aller amener son mouton à l'abattoir, ça devient coûteux et compliqué. Voilà. Et puis aussi toute la logistique de transport. C'est-à-dire qu'il faut optimiser, et ça il y a des départements comme la Drôme qui l'ont organisé, toute la logistique de déplacement des produits pour réduire les coûts et le travail des agriculteurs. Après, donc développer le bio et le local, notamment dans la restauration collective. Alors c'est vrai qu'on peut se dire, oui, bon, les objectifs, enfin les objectifs du Grenelle de l'environnement, c'était 20% de bio et 50% de produits sous label environnemental en 2012. Alors, ça a été reporté. On est aujourd'hui à 4,5% de bio, on devrait être à 20%. Pourquoi en France on a tant de plans, donc aucun, on parle du PNNS, on peut citer tous les plans, la directive cadre sur l'eau, pourquoi aucun plan n'est jamais atteint? C'est un vrai problème. Donc en fait, pourquoi? Parce qu'à mon avis, on n'a pas une vision transversale des choses, on n'y met pas non plus les moyens. Voilà. Le cinquième, c'est vraiment travailler sur la relocalisation avec tous les acteurs. Et puis le sixième, c'est vraiment mobiliser tout le monde, s'attacher aussi aux aspects de santé publique. Alors ça, c'est vrai que beaucoup de collectivités considèrent que ce n'est pas dans leur périmètre. Et moi, je pense que le PNNS, c'est vraiment l'outil que vous devez vous approprier et le décliner partout où vous pouvez, que ce soit dans la restauration collective, que ce soit auprès des habitants, etc. Voilà. Et donc là-dedans, je pense que chaque territoire peut trouver les actions à mener. Alors forcément, le maillon le plus faible, il faut y travailler. C'est-à-dire que si vous dites on va faire du pain, on va développer ça, il n'y a pas de moulin, ça va bloquer. Quoi. Et souvent, c'est des investissements lourds. Je ne sais pas si à Nice, il y a un marché d'intérêt national, mais les mines sont aussi des outils extrêmement intéressants à reconvertir dans cette logique-là.
Puisque les mines, c'était quand même approvisionner les villes avec des produits frais tous les jours. Donc ça, c'est un super outil. Voilà. Et pour terminer, je reviens sur l'alimentation. Moi, je pense que l'alimentation, on peut la faire évoluer tout en restant goûteux. Ça veut dire quand même qu'il va falloir mobiliser les chefs, avec un E ou sans E, tous les cuisiniers, pour faire évoluer dans le temps cette alimentation et travailler auprès des gens. Je veux dire, voilà, le cassoulet, bon c'est bien, mais le cassoulet, c'est à la fois de la viande et des légumineuses, donc c'est pas très cohérent. Donc soit on en mange moins, soit on le fait évoluer aussi. Voilà, et puis bah, on aura l'occasion de manger ensemble tout à l'heure. Merci. Voilà, merci.